Un pays de 20 millions d'habitants peut faire vaciller une équation économique mondiale évaluée à des milliers de milliards. Et ce contraste brutal a ouvert une brèche inattendue. Lorsque ce non a retenti contre un ultimatum chiffré à 70% des réserves d'or, la disproportion a mis en lumière un rapport de force rarement exposé. Comment comprendre, pour nous observateurs, que ce geste isolé d'Ibrahim Traoré puisse produire un écho géopolitique aussi large? Dans cette tension compressée, un choix unique a bouleversé la trajectoire d'un État et les certitudes de ses partenaires. La décision de résistance a créé une promesse implicite: transformer une crise annoncée en opportunité structurante pour le Burkina Faso. Cette promesse repose sur un bénéfice clair, un contrôle accru et durable des ressources nationales, qui redéfinit la façon dont un pays du Sahel peut envisager son avenir économique. Les enjeux, pourtant, s'étendent bien au-delà d'une simple bataille autour de l'or. Ils touchent aux marges de souveraineté, aux mécanismes de financement et à la possibilité de s'extraire d'une dépendance structurée depuis plusieurs décennies. Une question glisse au cœur du débat, agissant comme micro-hook. Si un pays isolé peut renverser l'équilibre d'un marché minier mondialisé, qu'adviendra-t-il lorsque plusieurs nations suivront la même trajectoire? Chaque choix devient alors une prise de position à haut risque. Un faux pas pourrait entraîner des sanctions étendues, fragiliser les infrastructures ou pousser les investisseurs traditionnels à se retirer. À l'inverse, une stratégie cohérente pourrait solidifier les alliances régionales, diversifier les sources de financement et repositionner l'économie locale dans un espace moins vulnérable aux pressions externes. La première fissure dans l'équilibre régional est apparue au moment où l'ultimatum exigeant 70% des réserves d'or a été rendu public. Cette annonce, bien plus qu'un bras de fer économique, a exposé au grand jour la tension accumulée entre les puissances financières et un État déterminé à ne plus céder. Dans ce paysage soudain dévoilé, la posture d'Ibrahim Traoré a pris une dimension que peu d'observateurs anticipaient, car elle révélait un enchaînement de causes et d'effets jusque-là masqués par la mécanique habituelle des négociations internationales. Les premiers signes de rupture se sont matérialisés dans le bureau présidentiel, au moment où un simple refus est devenu un acte de politique générale. Là où les compromis successifs rythmaient traditionnellement les relations avec les institutions financières mondiales, le Burkina Faso a choisi de tracer une ligne claire, transformant ce qui semblait n'être qu'une divergence ponctuelle en pivot stratégique. La fermeté de la décision n'a pas seulement mis fin à une séquence de pression. Elle a ouvert une période où chaque mouvement diplomatique acquiert un poids inédit. L'arrière-plan de cette décision plonge ses racines dans une fatigue structurelle du continent face aux mécanismes d'endettement et aux contraintes imposées par les créanciers extérieurs. Le Sahel, région marquée par une fragilité sécuritaire et économique, a toujours été perçu comme dépendant du soutien étranger pour stabiliser ses priorités budgétaires. Pourtant, la configuration récente a renversé cette perception, en montrant qu'un pays de taille modeste peut modifier les lignes d'un rapport de force que l'on croyait immuable. Les discussions entre conseillers militaires et experts économiques menées en urgence ont été le point de bascule où le refus symbolique s'est transformé en stratégie nationale. Ce moment a alors clarifié la question laissée en suspens dans l'ouverture. Comment un geste isolé peut-il réordonner un échiquier régional? Il le peut lorsque ce geste révèle des tensions structurelles trop longtemps contenues et ouvre un chemin alternatif pour l'ensemble du continent. Un cercle restreint d'experts a servi de boussole dans les heures qui ont suivi le refus, en éclairant les marges d'action disponibles et les conséquences immédiates. Ces conseillers, issus à la fois du domaine militaire et de l'analyse économique, ont dû interpréter une situation où chaque information pouvait infléchir la trajectoire du pays. Leur rôle ne se limitait pas à la gestion de crise. Il consistait surtout à identifier les points d'appui qui permettraient de transformer une position défensive en stratégie cohérente. Un premier cas l'a illustré clairement. Un groupe d'ingénieurs miniers, mobilisés en urgence,
a dressé un inventaire précis des sites susceptibles d'être sécurisés sans perturber l'extraction en cours. Leur intervention, brève mais décisive, a permis d'éviter une chute brutale de la production dans les jours qui ont suivi. Un second exemple est venu du comité chargé de la logistique. En moins de 24 heures, il a réorganisé l'acheminement du carburant vers des zones isolées afin de stabiliser les opérations essentielles. Ces décisions techniques, modestes en apparence, ont formé le socle d'une résistance capable de perdurer. Les premiers effets visibles sont apparus dans la coordination entre les différentes branches du gouvernement, qui a gagné en rapidité et en précision. Là où les procédures habituelles nécessitaient de longues validations hiérarchiques, une chaîne décisionnelle resserrée a permis d'anticiper les perturbations et de consolider l'unité interne. Ce resserrement a créé une dynamique qui a dépassé la simple gestion de crise pour devenir une manière d'agir collective, synonyme d'efficacité. L'enjeu, désormais, tient en une seule interrogation. Quoi faire de cet élan initial ? Le déclencheur est survenu dans un bureau silencieux, lorsqu'un refus simple a pris la forme d'une rupture nette. La formulation n'avait rien d'explosif, mais son effet immédiat a été de faire dérailler un mécanisme diplomatique rodé depuis des années. Une pression extérieure s'était installée progressivement, portée par un ultimatum centré sur la cession de 70% des réserves d'or. La réponse sèche a brisé cet enchaînement et a forcé les puissances concernées à reconsidérer leur marge de manœuvre. Ibrahim Traoré, en assumant la décision, a officialisé un tournant qui ne pouvait plus être corrigé ou réinterprété. Ce moment précis a transformé une tension latente en confrontation ouverte. Le crescendo a débuté quelques heures plus tard. Les images du président debout derrière son bureau, en uniforme, ont commencé à circuler dans tout le pays. Les réactions publiques se sont multipliées, révélant une société prête à défendre une souveraineté qu'elle estimait menacée. Dans les rues de Ouagadougou, des rassemblements se sont formés spontanément, donnant aux autorités un signal clair sur la nécessité d'agir rapidement. Les forces armées ont réagi en verrouillant les zones sensibles, notamment les sites miniers, où les entreprises étrangères opéraient encore. L'objectif était double: empêcher une interruption brutale de l'extraction et décourager toute tentative de sabotage. Les diplomates occidentaux ont réagi par une série de déclarations rapides, qualifiant l'acte de téméraire. Derrière ces messages publics, les discussions privées se sont intensifiées, cherchant à mesurer l'ampleur du changement et les risques associés. Les marchés financiers ont immédiatement intégré la possibilité de sanctions, ce qui a renforcé l'incertitude dans la région. Pourtant, dans le même laps de temps, des voix africaines ont commencé à saluer ce positionnement, le décrivant comme un rappel nécessaire des priorités du continent. Ce glissement d'interprétation a amplifié l'effet domino. Chaque allié potentiel, même prudent, devait désormais se positionner ou au moins évaluer les implications pour ses propres intérêts. L'onde de choc s'est étendue bien au-delà des premiers jours. Les sanctions économiques, appliquées par étapes, ont modifié la dynamique commerciale du pays. Les échanges traditionnels ont ralenti, mais de nouvelles routes ont émergé grâce à des accords bilatéraux accélérés avec le Mali, la Guinée et la Chine. La nationalisation progressive du secteur minier a consolidé le contrôle interne, réduisant la marge d'action des entreprises étrangères et redéfinissant la manière dont les ressources étaient valorisées. En parallèle, les infrastructures stratégiques ont été placées sous protection renforcée, garantissant la continuité des services essentiels malgré les pressions. L'impact final s'est manifesté dans la cohésion interne. Les manifestations de soutien ont renforcé le pouvoir local, montrant que la décision n'était pas perçue comme un acte isolé, mais comme un choix collectif. L'armée, l'administration et les institutions civiles ont adopté une posture convergente, transformant une réaction initialement défensive en démarche structurée. Ce basculement a donné au pays une stabilité inattendue, malgré les tensions extérieures persistantes. Ce flux d'événements a installé le Burkina Faso dans une trajectoire nouvelle, où chaque mouvement compte
et chaque réponse internationale devient un test de résilience. La rupture s'est d'abord traduite par un déplacement mesurable entre un État antérieur, largement contrôlé par les acteurs étrangers, et une configuration où l'État a récupéré une marge d'action notable. Avant la résistance politique, environ 65% de l'or produit dans le pays quittait le territoire sous le contrôle d'entreprises extérieures. Ce chiffre décrit un niveau d'extraction organisé autour de circuits internationaux consolidés. Après la mise en place de nouvelles règles, la proportion d'or gérée directement par l'État a atteint 70%, réorientant la chaîne de valeur au profit des structures publiques. Cette évolution marque un recentrage significatif de la gouvernance minière. L'augmentation de la part étatique dans le secteur a produit une hausse des recettes publiques d'environ 15%, renforçant la capacité budgétaire du pays. Cette progression traduit l'impact direct de la nationalisation sur les ressources fiscales essentielles. Les effets des sanctions occidentales ont constitué le second volet quantifiable. Les restrictions ont ralenti les flux habituels, mais les autorités ont compensé ces pertes en accélérant la conclusion d'accords bilatéraux avec des partenaires africains et asiatiques. La Chine s'est rapidement imposée comme un relais financier, offrant des lignes de crédit en yuan pour stabiliser les opérations publiques. L'utilisation de ce levier a permis au pays de réduire partiellement sa dépendance au système financier occidental. Les échanges avec le Mali et la Guinée ont également assuré la continuité de l'exportation de l'or, permettant d'éviter un effondrement brusque du secteur minier. Le troisième indicateur mesurable est apparu du côté des investissements structurants. Grâce aux revenus réorientés depuis les mines, les dépenses publiques consacrées aux infrastructures ont progressé d'environ 25%, créant un cercle vertueux entre la consolidation des ressources et le développement national. Ce mouvement s'est accompagné d'une baisse notable du chômage, estimée à 12%, principalement liée aux travaux déployés dans les secteurs de la construction, de l'éducation et de la santé. Ces tendances ont soutenu une amélioration perceptible du climat social, confirmée par un sondage du CRDG, indiquant une approbation de 68% envers la stratégie gouvernementale. Les chiffres liés à la stabilité diplomatique ne sont pas directement quantifiés, mais les réactions observées permettent de dégager une tendance. Les partenaires régionaux ont réajusté leurs priorités, estimant qu'un pays capable de résister aux pressions extérieures pouvait devenir un point d'ancrage stratégique. Les négociations avec certains pays du Sahel ont consolidé ce mouvement, transformant les liens politiques en leviers économiques. Les données économiques, politiques et sociales convergent vers une même conclusion. La résistance, d'abord perçue comme un risque majeur, s'est traduite par une série de rééquilibrages mesurables qui ont modifié les comportements locaux et les perceptions internationales. Ce cadre chiffré montre que l'action menée a produit un ensemble d'impacts structurés, dépassant largement la réaction initiale à l'ultimatum. Le premier argument sérieux contre la stratégie adoptée repose sur la logique économique globale. Selon cette perspective, rompre avec les institutions financières internationales revient à se couper volontairement d'un réseau conçu pour stabiliser les pays confrontés à des pressions budgétaires chroniques. Les analystes favorables à cette vision rappellent que l'intégration dans les marchés mondiaux garantit un accès régulier au crédit, facilite les échanges commerciaux et prévient l'isolement diplomatique. Ils soulignent également que les sanctions, une fois appliquées, créent des effets en cascade difficiles à inverser, notamment pour les économies dépendantes de l'exportation. Cette lecture des événements considère que la résistance pourrait, à long terme, affaiblir la capacité du pays à absorber les chocs externes et à maintenir une croissance stable. Le second argument, formulé depuis un autre angle, met en avant les risques sociaux internes. L'idée centrale est que toute rupture brutale avec les partenaires économiques traditionnels peut générer des tensions de distribution au sein du pays. Les pénuries de biens importés, l'augmentation des coûts logistiques et l'incertitude politique sont souvent cités comme facteurs pouvant éroder la cohésion nationale.
Les entreprises étrangères, encore présentes dans plusieurs secteurs stratégiques, pourraient réduire leurs activités ou se retirer complètement, entraînant une baisse de l'emploi formel et une fragilisation du tissu économique. Pour ces observateurs, la résistance risque de créer un environnement où les conséquences sociales s'accumulent plus rapidement que les bénéfices espérés. La réponse à ces critiques s'appuie cependant sur les données concrètes observées dans les mois suivants. Les chiffres liés à la nationalisation partielle des mines ont montré une réorientation claire des bénéfices vers les structures publiques, avec une hausse des recettes estimée à 15%, un indicateur qui contredit l'idée d'un affaiblissement immédiat. Les investissements publics ont progressé de 25%, tandis que la baisse de 12% du chômage révèle un dynamisme social inattendu dans un contexte de sanctions. Les accords bilatéraux conclus avec le Mali, la Guinée et la Chine ont enfin fourni une marge de manœuvre suffisante pour amortir les restrictions occidentales. Dans ces conditions, la résistance ne s'est pas traduite par un effondrement, mais par une recomposition économique qui mérite d'être considérée avec nuance. Un basculement inattendu survient. Lorsque les premières semaines de résistance ont produit des résultats mesurables, l'analyse internationale a brusquement changé de tonalité. Les observateurs, initialement convaincus que le pays s'effondrerait sous le poids des sanctions, ont été contraints de reconsidérer leur modèle. Ce renversement a émergé d'un point précis, la capacité du gouvernement à maintenir la production d'or tout en sécurisant les infrastructures et en consolidant les alliances régionales. Les images des manifestations de soutien, diffusées à travers les réseaux africains, ont amplifié cet effet et ont montré qu'Ibrahim Traoré ne se trouvait pas isolé dans sa décision. Cette démonstration de cohésion a brisé une hypothèse largement partagée, celle selon laquelle un pays soumis à des pressions économiques intenses ne pourrait compter sur une adhésion populaire durable. Le terrain a révélé l'inverse, obligeant plusieurs chancelleries à revisiter leurs prévisions. Le changement décisif est apparu au moment où les accords bilatéraux conclus avec le Mali, la Guinée et la Chine ont commencé à stabiliser les flux économiques. Cette stabilisation, inattendue pour les analystes extérieurs, a donné au pays une marge d'action nouvelle, suffisante pour déplacer le centre de gravité de la crise. L'équilibre international n'a pas basculé, mais il a vacillé assez longtemps pour montrer que l'issue ne serait pas celle anticipée. L'administration a rapidement perçu une transformation profonde de sa marge d'action financière. Les recettes publiques issues du secteur minier, renforcées par la montée de la part étatique, ont donné une stabilité budgétaire inattendue. L'État a pu réorienter ses fonds vers des projets structurants, consolidant ainsi un appareil institutionnel qui devait auparavant composer avec une dépendance extérieure forte. Les tensions diplomatiques ont néanmoins exigé une vigilance constante pour ajuster les priorités et maintenir l'efficacité de la stratégie. Cette recomposition interne a installé une capacité décisionnelle plus cohérente, capable d'absorber les pressions extérieures immédiates. Les entreprises étrangères ont été les premières à ressentir l'impact des nouvelles règles imposées après le refus. Certaines ont dû réduire leurs activités ou renégocier leurs contrats, tandis que d'autres ont choisi de se retirer, laissant un espace que les structures locales ont tenté de combler. Les coûts de transition ont été élevés, mais la reprise progressive du contrôle national a permis de renforcer les chaînes de valeur interne. Les entreprises burkinabées ont profité de cette fenêtre pour adapter leurs modèles économiques, notamment dans l'exploitation minière et la logistique associée. Ce déplacement du centre d'activité a contribué à réduire la vulnérabilité du pays face aux fluctuations extérieures. Les populations locales ont connu des effets plus contrastés. D'un côté, la hausse de l'investissement public, combinée à une baisse notable du chômage, a créé un sentiment tangible d'amélioration dans les zones reliant les grands axes économiques. De l'autre, les restrictions imposées par les sanctions ont provoqué des pénuries temporaires dans certaines régions, compliquant l'accès à plusieurs biens importés. Les manifestations de soutien ont montré que malgré ces contraintes,
Une part importante de la population percevait la décision de résistance comme un engagement collectif. La figure d'Ibrahim Traoré est devenue, pour beaucoup, le symbole d'une dignité nationale retrouvée. Les répercussions ont traversé les frontières du Burkina Faso dès les premières semaines. Plusieurs pays du Sahel ont réévalué leur dépendance aux institutions financières mondiales, percevant le cas burkinabé comme un précédent significatif. Les partenaires traditionnels ont analysé cette trajectoire avec prudence, cherchant à mesurer la portée réelle de la recomposition économique en cours. Dans le même temps, des alliances alternatives se sont consolidées, notamment avec la Chine, le Mali et la Guinée, qui ont reconnu l'intérêt stratégique d'un pays prêt à s'affranchir de la logique d'endettement classique. Ce repositionnement a modifié l'équilibre régional, ouvrant un espace de négociation où la décision initiale d'Ibrahim Traoré demeure un point de référence central. Si la dynamique actuelle se maintient, le Burkina Faso pourrait stabiliser son économie autour d'un niveau de production aurifère constant, soutenu par les accords bilatéraux déjà amorcés. Les infrastructures publiques, renforcées par les investissements récents, offriraient une base solide pour contenir les chocs extérieurs sans dépendre des institutions financières internationales. Les tensions diplomatiques persisteraient, mais le pays conserverait une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre sa stratégie de diversification. L'enjeu principal résiderait alors dans la capacité de l'administration à consolider les mécanismes internes, garantissant une gestion rigoureuse des ressources nationales. Une accélération de la coopération africaine pourrait transformer la résistance actuelle en moteur régional. L'intégration économique renforcée avec le Mali, la Guinée et d'autres partenaires du Sahel permettrait d'élargir les circuits commerciaux hors des sphères occidentales. Dans cette trajectoire, la production d'or dépasserait les prévisions, créant un levier financier stable pour les politiques publiques. Les investissements dans les infrastructures, la santé et l'éducation progresseraient, tandis que le pays deviendrait un modèle de souveraineté économique. Une telle évolution pourrait ouvrir la voie à une plateforme panafricaine visant à réduire l'usage du dollar dans les transactions minières, étape symbolique mais déterminante pour consolider une autonomie régionale. L'intensification des sanctions occidentales pourrait provoquer un ralentissement brutal de l'activité économique. Les entreprises étrangères restantes se retireraient, créant des ruptures dans plusieurs secteurs stratégiques. Les pénuries de biens importés se multiplieraient et alimenteraient un mécontentement interne difficile à contenir. Le soutien régional s'affaiblirait si les partenaires africains subissaient eux-mêmes des pressions extérieures. La cohésion politique, fragilisée par la tension sociale, deviendrait un facteur de risque majeur, et toute incapacité à stabiliser la situation pourrait entraîner une révision de la stratégie nationale. Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience collective construite dans les premiers mois de la résistance. L'analyse de ces trajectoires invite à adopter un cadre de lecture fondé sur l'adaptabilité, plutôt que sur la certitude, car la capacité à intégrer rapidement les signaux émergents sera déterminante pour la suite. Pour les citoyens qui suivent l'évolution de la crise, la situation au Burkina Faso révèle un miroir particulier, celui d'une société confrontée à la nécessité de définir ses propres priorités, même lorsque les repères traditionnels se déplacent. Le contraste entre les risques économiques et les gains en souveraineté alimente une réflexion sur la façon dont un peuple peut absorber des transformations rapides tout en préservant son unité. Les manifestations observées dans les premières semaines ont montré que la mobilisation collective peut devenir un facteur stabilisant dans des périodes de tension prolongées. Du côté des acteurs économiques, la recomposition en cours constitue un signal fort. Les entreprises locales, réorganisant leur modèle pour s'adapter à un environnement moins dépendant des circuits habituels, sont au centre d'une dynamique où chaque ajustement compte. Les décisions prises dans l'urgence par les comités techniques ont démontré l'importance d'une capacité d'adaptation rapide. Cette évolution rappelle que les économies résilientes reposent en fait souvent sur la flexibilité, plus que sur la prévisibilité.
Pour les observateurs extérieurs, la situation fournit une fenêtre analytique sur les équilibres géopolitico-économiques qui structurent encore une grande partie du continent africain. Le cas burkinabé, en sortant du schéma classique de dépendance, oblige à reconsidérer plusieurs hypothèses souvent tenues pour acquises. Chaque réaction internationale, chaque repositionnement diplomatique devient une donnée pour comprendre comment un pays de taille moyenne peut modifier la lecture régionale. Deux pistes émergent pour ceux qui cherchent à comprendre ou à anticiper la suite. Suivre les ajustements internes plutôt que les déclarations publiques et observer les liens régionaux qui se redéfinissent au fil des événements. Ces mouvements, même discrets, préfigurent souvent les trajectoires futures. Un cadre d'action structuré devient indispensable pour transformer la résistance en trajectoire durable. L'enjeu consiste à organiser les ressources, sécuriser les acquis et stabiliser les mécanismes qui ont émergé dans les premiers mois. Ibrahim Traoré a déjà posé les bases d'un repositionnement stratégique, mais la consolidation nécessite une approche graduée, mesurable et cohérente. L'État doit finaliser la structuration du contrôle minier en formalisant les procédures d'audit interne. Chaque site doit disposer d'un protocole standardisé, réévalué trimestriellement pour suivre la productivité et détecter les risques opérationnels. Cette étape vise à garantir une cohérence durable entre exploitation et supervision publique. Les alliances construites avec le Mali et la Guinée doivent être transformées en cadres institutionnels réguliers. Des réunions mensuelles de coordination économique permettront d'harmoniser les flux logistiques et de réduire la vulnérabilité aux sanctions. La réussite se mesurera par le maintien d'un niveau d'exportation stable malgré les pressions externes. Le gouvernement doit diversifier ses sources de financement en utilisant les lignes de crédit alternatives déjà amorcées. Une surveillance bimensuelle des flux en yuan permettra d'anticiper les tensions éventuelles. Ce suivi servira à éviter les ruptures budgétaires brusques. Les ressources supplémentaires doivent être orientées vers des projets mesurables. Écoles, hôpitaux, routes. Chaque chantier doit intégrer un indicateur clair, avancement, capacité, fréquentation, pour évaluer l'impact réel sur les populations. Un mécanisme de contrôle indépendant, mis à jour tous les 6 mois, permettra d'assurer que les bénéfices de la réorientation économique profitent à l'ensemble du pays. Cette étape sera cruciale pour maintenir la légitimité politique et sociale du processus. Ces 5 axes donnent une trajectoire possible, structurée et vérifiable, pour prolonger l'élan initial. Dans le silence méthodique des premiers jours, les équipes techniques qui avaient sécurisé les sites miniers sont devenues un symbole discret d'endurance. Leur geste initial, presque invisible à l'échelle internationale, a pourtant ouvert un chemin sur lequel tout un pays a avancé, porté par une conviction qui semblait improbable au début de la crise. Ibrahim Traoré, en assumant le poids politique du refus, s'est appuyé sur cette énergie souterraine venue des acteurs de terrain, ceux qui avaient transformé des décisions abstraites en actions mesurables. La cohérence entre ces efforts a donné naissance à un mouvement qui dépasse la somme de ses composantes. Le pays a découvert une forme de continuité intérieure, un fil reliant les choix individuels aux orientations collectives. Les premières interventions des ingénieurs, les réorganisations improvisées des logisticiens et les soutiens populaires sont devenus les traces d'une même dynamique, celle d'un peuple qui refuse d'abandonner la maîtrise de ses ressources. Ce fil ne se rompt pas, car il est tissé par des décisions alignées, prises à des moments où chacun aurait pu céder. L'élan forgé dans ces instants demeure, affirmant qu'un engagement peut redéfinir une trajectoire entière, et c'est dans cette continuité que se forme la vraie promesse d'avenir. L'histoire qui s'est déroulée au Burkina Faso ne se limite pas à une décision politique. Elle interroge notre manière collective de comprendre la souveraineté, la pression internationale et la résilience des sociétés confrontées à des choix difficiles. Les semaines de résistance ont montré comment un pays peut redéfinir ses priorités en s'appuyant sur des ressources souvent sous-estimées. Cohésion, capacité d'adaptation
et volonté d'affirmer une trajectoire propre. Le débat ne porte plus seulement sur les mécanismes économiques, mais sur la place que chaque nation souhaite occuper dans un monde aux équilibres mouvants. Les réactions suscitées, qu'elles viennent de citoyens, d'analystes ou d'États voisins, révèlent l'importance d'un dialogue ouvert autour des modèles possibles pour l'avenir. Chacun peut y trouver un point d'interrogation ou une source d'inspiration. La question devient alors simple. Que sommes-nous prêts à questionner dans notre propre rapport au pouvoir, aux alliances et aux dépendances? Si cette histoire vous pousse à réfléchir, la discussion reste ouverte et votre voix y a toute sa place.